ravi de lancer cet après-midi d'études et de réflexion qui est organisé par Giuseppe Longo à l'intention et avec la collaboration de l'association des Amis de la Génération Thunberg, association qu'il préside et dont il faudra peut-être dire un mot, ou Marie qui est vice-présidente de cette association plus tard, mais en gros c'est une association qui s'occupe des problèmes de biosphère, technosphère et des corrélations, des interactions entre les deux. Alors le thème de cet après-midi, pandémie, science et démocratie, est ambitieux. Il s'inscrit bien sûr dans l'actualité toute récente de la pandémie Covid, mais il n'est peut-être pas en tout cas pas totalement nouveau. On abordera peut-être les spécificités de cette épidémie par rapport à des épidémies précédentes. Mais ce champ qui intrigue pandémie, science et démocratie, avec une tentative de les penser ensemble, est en réalité beaucoup plus vaste et complexe que la manière dont il a été présenté, il me semble, avec une inflation incroyable de réductionnisme emboîté les uns dans les autres, de prédictions au socle théorique clairement questionnable, de promesses et d'illusions entretenues quant à nos possibilités d'action, même théorique, sur une épidémie en marche, avec très peu de considérations, il m'a semblé, plus larges sur des questionnements de notre rapport au monde, aux autres, à la nature et aux causes de cette pandémie, qu'il s'agira ici donc de penser dans son contexte écosystémique plus large. Donc avec Barbara Stiegler, philosophe, Pierre Sonigo, chercheur en immunologie, virologie, Marie Cholanami, docteur en immuno-oncologie, et Giuseppe Longo, mathématicien et philosophe. Je les présenterai un peu plus précisément à chaque fois qu'ils vont intervenir. Donc toutes ces personnes qui vont vous présenter leur recherche et leurs réflexions ont contribué très régulièrement, avec courage, car je crois que c'était pas facile de s'exprimer sur ce sujet, en tout cas de proposer des choses un peu différentes, ou en tout cas d'apporter un peu de rationalité. Depuis le début de la crise, ils sont intervenus, et chacun dans son domaine d'expertise, bien sûr. Et leur engagement n'est pas contradictoire avec la posture du chercheur, bien au contraire. Je crois que Barbara Stiegler défend cette position, et tous ici, je crois aussi. Alors, on finit le crâne de la séance. Je dirais juste peut-être un petit fil pour nouer les trois thèmes, pandémie, science et démocratie, en donnant la parole à un clinicien chercheur qu'on a qualifié d'agitateur des années-sida, qui s'appelle Jacques Lebovitch, et qui nous a quittés le 4 mars 2020, le jour donc de la majorité de la loi Kouchner de 2002, donc il n'a pas eu le temps beaucoup de devenir adulte. Et les archives de Jacques Lebovitch sont donc accueillies ici au Café. Je lirai juste quelques courts extraits pour donner un petit pas de côté. Voilà, d'une part parce qu'il a été très actif dans la lutte contre le sida, sur le terrain médical bien sûr, mais aussi sur celui des droits des patients et sur l'épistémologie et l'éthique des essais cliniques, des combats dont certains font écho à ce qu'on vit actuellement avec Covid. Mais j'ai choisi aussi de le faire parler parce que la crise Covid a été gérée, la gestion a été très influencée par des acteurs institutionnels forts du sida, qu'il s'agisse d'Anthony Fauci aux États-Unis ou de Jean-François Delfrécy en France, qui a présidé de nombreuses années l'Agence nationale de recherche sur le sida. Et il me semble que la politique contre le sida, au moins de ces 15 dernières années, pourrait constituer une sorte de prototype dans ces grands axes
axes de la gestion de la crise Covid. Bon, c'est une hypothèse sur laquelle je n'ai pas plus exploré et qu'il faudrait documenter, mais voilà pourquoi mon choix de faire parler Leibovitch. Alors évidemment, en ce moment, c'est très calme sur le terrain de la pandémie, que ce soit d'un point de vue épidémiologique ou la saturation médiatique dans laquelle on a été plongé pendant 2 ans et demi, mais c'est justement peut-être le moment propice pour y revenir avec un esprit critique, constructif évidemment, avec le peu de recul qu'on a, mais il s'est passé tellement de choses en 2 ans et demi sur les plans collectifs et politiques notamment, que c'est peut-être le moment de s'y plonger. Et donc avant de donner la parole à Barbara Stiegler, je voulais juste, pour nous remettre dans ces 2 ans et demi, parce qu'ils nous paraissent peut-être, en tout cas à moi, très loin et en même temps presque irréels, je voulais revenir en lisant un petit texte de Paul Audy. C'est le post-scriptum qu'il propose dans la réédition de son ouvrage L'Empire de la Compassion, qu'il a publié en mai 2020. Et donc, il ajoute un post-scriptum qu'il intitule « La France en guerre contre l'épidémie de Covid-19 2020 ». Donc, je vous lis juste des extraits, je vais être assez rapide. Le discours tenu alors par le président de la République a mis un certain signifiant en position dominante, le mot « guerre ». Ce qui incite à verser ce mot, martelé avec emphase, au compte des signifiants maîtres, c'est l'effet immédiat de restructuration du lien social qu'il a permis d'opérer au moyen du discours. Ce lien, à quelque niveau qu'il se situe sur l'échiquier national, ne relevant plus tout d'un coup que d'un mécanisme d'exception et d'une économie substitutive. Désormais, en effet, il peut être dit que les Français, qu'ils le veuillent ou non, sont en guerre, qu'ils doivent faire face à un ennemi commun, le virus, ennemi d'autant plus dangereux qu'il est invisible et d'autant plus pernicieux qu'il est largement inconnu. Il est dit que les personnels soignants des plus modestes aux plus spécialisés forment autant de troupes d'assaut capables de remporter sur le mal toutes les victoires possibles. Il est dit que l'ennemi pouvant à n'importe quel moment attaquer tout un chacun, il faut pouvoir et savoir l'isoler aux fins de le réduire, ce pourquoi il est nécessaire de relever le plus souvent la soldatesque médicale, courageuse mais épuisée, qui, sur le front, a pour mission de repousser le fléau. Il est dit que le matériel pour résister manque, qu'il importe de sans cesse ravitailler, de trouver de nouvelles armes, de fournir toutes sortes de protections, etc. C'est de cette façon qu'un signifiant en position dominante a acquis la capacité réellement prodigieuse d'unifier tous les discours en résorbant leurs éventuels conflits dans un seul et même récit. Sans doute aurait-on dû, avec plus d'à-propos, employer le mot lutte, comme ça a été le cas pour le sida, justement. Comme on le fait généralement quand le corps est aux prises avec une maladie qui le ronge. Mais si l'on a choisi d'employer le mot guerre, avec ses inévitables corollaires, les syntagmes mobilisation générale et état d'urgence, ce n'est pas seulement, bon je le passe, c'est aussi et surtout pour mieux en appeler à la solidarité nationale, à l'unité de la population, au besoin de faire fi de tout clivage politique comme de toute revendication légitime. Bon, après il dit que c'était un récit à consonance épique, et je voulais juste, c'est la fin de son post-scriptum, mais si le récit officiel d'une France en guerre contre Covid-19 se charge de recueillir et d'énumérer ses hauts faits d'armes, d'honorer ses héros et de faire honte à ses mauvais citoyens, ce n'est pas seulement en vue de mobiliser et de responsabiliser ses ressortissants, c'est-à-dire d'en appeler à leur civisme, c'est d'abord pour mieux réinstaurer l'État, du moins en théorie, dans cette fonction protectrice que le néolibéralisme l'avait peu à peu poussé à délaisser. Voilà, je m'arrêterai là, et c'est Barbara Stiegler qui va donc ouvrir cette séance avec le thème, enfin si elle n'a pas changé d'avis, Sida, Covid et les 20 ans de la démocratie sanitaire, un drôle d'anniversaire pour la Kouchner. Donc Barbara Stiegler est professeure de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Elle s'intéresse depuis très longtemps aux relations entre philosophie, biologie et politique.
Elle est vice-présidente du comité d'éthique du CHU de Bordeaux, membre du conseil de surveillance de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Elle a publié, donc là ce qu'elle va présenter s'inscrit tout à fait dans la continuité de son travail de longue date, de philosophie politique. Chez Gallimard, elle a publié Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique en 2019. Et un autre livre, Nietzsche et la vie, une nouvelle histoire de la philosophie, en 2021. Et puis, au cours de la crise, elle a publié 2 tracts, ces petits formats que pour ma part j'aime beaucoup. Un premier très tôt, en 2021, de la démocratie en pandémie, santé, recherche et éducation. Et un second, plus récemment, c'était en mars 2022, avec François Alla, Santé publique, année zéro, et peut-être qu'il y a des éléments de ce travail-là qu'elle va nous présenter. Merci beaucoup, Barbara. Merci beaucoup. Faut appuyer quelque part. Merci beaucoup. Je suis... Alors, je vais tout de suite répondre à Caroline. Je ne change pas le titre cette fois-ci. Je l'ai fait il y a 2 jours, mais je ne fais pas le coup à chaque fois. Je suis extrêmement contente d'être ici pour pas mal de raisons que je vais dire rapidement. Dans le désordre. La première, c'est que je suis très contente de faire quelque chose avec Caroline Petit, qui m'aide beaucoup, peut-être plus qu'elle ne le sait, puisqu'elle a une connaissance du sida qui est très précieuse pour moi. Nous nous sommes rencontrés il y a peu de temps, au centre Cavaillès, je crois, et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, donc je suis particulièrement heureuse qu'on ait travaillé ensemble pour cette journée et qu'on poursuive notre collaboration, y compris de manière publique. C'est très précieux pour moi. Je trouve d'ailleurs que plus généralement le centre Cavaillès m'aide beaucoup. C'est pas la première fois que je viens, je crois que c'est la 4e fois. Je viens très rarement à Paris dans ces hauts lieux de Normale Supérieure ou de Sorbonne. Et statistiquement, je crois que 60% de mes interventions sont au centre Cavaillès. Donc, c'est un signe, je pense, d'un respect intellectuel mutuel, ce qui aujourd'hui est très précieux. Il y a une autre raison pour laquelle je suis très contente d'être ici, c'est qu'il y a l'association des amis de Greta Thunberg qui est là, présidée par Joseph, et que, évidemment, pour moi, c'est affectivement assez émouvant, puisqu'il s'agit quand même d'une association dans laquelle mon père était extrêmement engagé. Et c'est à vrai dire la première fois depuis 2 ans que je croise les activités de mon père quelque part. Donc c'est une première. Je pense que ça va bien se passer. Et enfin, la dernière raison, c'est la date, le 18 juin. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc on va peut-être parvenir à formuler un appel du 18 juin. Nous avons jusqu'à minuit. Un appel du 18 juin, puisque... Alors merci beaucoup pour le texte de Paul Audy que j'ignorais. Non mais je ne lis pas mes mails. Comme beaucoup de gens. C'est pas très original, mais voilà, trop de mails, tu le mets. Donc je n'ai pas lu ce texte. Alors, je ne suis pas très d'accord avec ce texte, comme tu l'auras deviné toi-même, hein, puisqu'il nous parle de la rhétorique de la guerre macronienne comme une pause par rapport au néolibéralisme, avec un retour de l'État protecteur. Je pense que c'est un contresens. Il y a bien sûr plein d'éléments intéressants dans le texte avec lesquels je suis absolument d'accord, l'héroïsation des soignants, etc. Mais bon. En revanche, je te remercie d'avoir parlé de ça, parce que c'est cette histoire de guerre. Et nous avons, enfin j'ai contesté, toi aussi j'imagine, la guerre, hein, nous ne sommes pas en guerre. Mais le problème c'est qu'à force d'organiser une guerre, nous sommes en guerre en quelque sorte. Donc on se retrouve en guerre contre des ennemis. Moi c'est pas du tout ma conception de la politique, mais au bout d'un moment on se retrouve dans cette position, quand on est sans cesse attaqué comme ennemi, dissident, quand les choses sont si violentes, on n'est plus seulement dans la lutte, on est quasiment dans la guerre. Et donc, oui, il y a un tel niveau de destruction guerrière à l'issue de ces 2 ans, qui
qui ne sont que l'apothéose flamboyante de processus qui remontent à au moins 2 décennies, et en particulier la dernière décennie qui a été d'une violence extrême. Bon, là, c'est vraiment la guerre déclarée, au final. Et donc, nous avons cette image guerrière qui domine notre dernier livre, Santé publique année zéro. Alors que, bien sûr, que c'est la lutte. Il aurait fallu adopter la lutte contre le virus, la lutte pour la santé, la lutte pour la cohésion sociale, et c'est la guerre. Donc, dorénavant, nous sommes dans une forme de guerre. Et donc, oui, il faut quelque chose comme l'appel du 18 juin, peut-être pas maintenant, peut-être l'année prochaine. Alors, effectivement, il y a un autre anniversaire ici, c'est la loi Kouchner, c'est ça le sujet. Sida, Covid, un drôle d'anniversaire pour la loi Kouchner. Rapidement, 4 mars 2022, 20 ans de loi Kouchner, je vais beaucoup revenir sur cette loi. C'est une loi fondamentale. Pour les patients, les soignants et les patients, il y a un avant et un après. C'est vraiment un tournant. On en pense qu'on en veut, du bien, du mal, peu importe. C'est un tournant. Il n'en a pas été question. Nous étions normalement, dans un monde normal, s'il n'y avait pas eu le Covid, il y aurait eu des célébrations partout, des colloques, des cérémonies, toutes sortes de choses. Il n'y a rien eu. Et pour cause. Un drôle d'anniversaire pour la loi Kouchner. Pourquoi ? Parce que la démocratie sanitaire a tout simplement été suspendue. Sans qu'aucun mot d'explication n'ait été donné sur cette suspension. Elle n'a toujours pas visiblement été réactivée, si elle existe encore. Et donc, voilà, la question est de savoir si c'est fini, si ça va repartir, qui va désuspendre la chose, qui va appuyer sur le bouton qui évidemment n'existe pas pour que la démocratie sanitaire reprenne son existence, son cours. Tout ça est totalement énigmatique, il est temps d'en parler publiquement. Pour ça, il faut faire une histoire de la démocratie sanitaire. Parce que si on parle de la démocratie sanitaire comme une espèce de totem, comme une espèce de slogan, on est très mal parti, puisque déjà on ne sait même pas ce qu'est la démocratie, donc ça commence mal. Donc il faut absolument faire une histoire de la démocratie sanitaire, de ce que nous voulons dans ce processus, de ce que nous ne voulons pas, et c'est ce que je vais vous proposer ici, pour réfléchir en creux à une lecture critique, non seulement de la gestion, ou de la gestion catastrophique plus exactement, de cette épidémie, mais aussi de toutes les épidémies à venir et de tous les problèmes sanitaires à venir, dont la canicule est un épisode de plus, et les futures pandémies et tout le reste. Hein. Nous ne sommes pas du tout, je le disais il y a 2 jours ici, dans une autre enceinte, nous ne sommes pas du tout dans quelque chose d'exceptionnel. Nous sommes dans un incident mondial grave qui n'est qu'un épisode d'une longue série. Et c'est comme tel qu'il faut appréhender la chose. Alors d'abord, je voudrais être très claire avec vous sur mon entrée dans la question de la démocratie sanitaire. Pourquoi je choisis de parler de ça ? Je pense que c'est extrêmement important de savoir d'où on vient et pourquoi on parle de ça. Moi, au départ, je voulais travailler en philosophie politique, dès le début. Très rapidement, j'ai laissé tomber parce que le champ de la philosophie politique, je parle vraiment au tout début de mon itinéraire intellectuel, le champ de la philosophie politique était pour moi dévasté et ne me paraissait pas accueillant. Donc j'ai préféré passer par l'histoire de la philosophie, avec en tête qu'un jour, peut-être, je ferai de la philosophie politique. Et je me suis passionnée pour les rapports entre politique et vie, notamment avec un auteur comme Nietzsche. C'est comme ça que je suis entrée dans la question politique. Mais pour être très honnête avec vous, la question de la démocratie ne m'intéressait pas. Pour une raison très simple, qui était que je n'étais pas démocrate. J'avais le plus grand scepticisme quant à la démocratie. Je pensais que je n'étais pas tout à fait sûre qu'on soit vraiment dans une démocratie, et je n'étais pas tout à fait sûre que cette hypothèse démocratique soit possible. Et à vrai dire, c'est pas une attitude du tout originale, c'est une attitude majoritaire en philosophie. La plupart des philosophes ne sont pas démocrates, ou ils s'adaptent à la démocratie, ou à ce qu'on appelle la démocratie faute de mieux, mais la plupart d'entre eux sont très sceptiques sur la possibilité démocratique. On pourrait faire la liste des philosophes vraiment qui sont battus pour la démocratie. Elle est très courte.
En 2009, je suis entrée dans une mobilisation politique qui m'a complètement bouleversée, qui m'a permis de basculer dans la philosophie politique. C'est la réforme contre la loi LRU. C'est emblématique du pouvoir de Sarkozy, tout à fait gémellaire de la loi HPST de Roselyne Bachelot, qui faisait le même genre d'opération sur l'hôpital. Donc c'est vraiment une loi emblématique de l'ère Sarkozy, où santé, éducation, recherche commencent à être tout simplement détruites par des transformations initiées par le gouvernement, l'État, le législateur. Et là, pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, je bascule dans une espèce de croyance dans la possibilité d'une démocratie. Dans la mobilisation sociale, politique, je commence à me dire que moi j'ai envie que la mobilisation se fasse de manière démocratique et j'ai envie que l'université soit une démocratie, le devienne ou continue de l'être, etc., etc., etc. Et là je commence à développer... voilà, la question de la démocratie devient extrêmement importante dans mon projet intellectuel et je la rencontre dans le champ sanitaire, puisque je m'occupe de questions de santé à travers un master, soins éthique santé. Et là, je tombe sur la question de la démocratie, et en particulier sur la question des aspects épistémiques de la démocratie, qui sont très peu abordés. La plupart du temps, quand on parle de démocratie, on parle d'égalité de droits, d'égalité économique, matérielle, dans le meilleur des cas, d'égalité d'accès au diplôme, voilà, mais ça ne va jamais tellement plus loin. Et en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est les rapports entre démocratie et vérité, démocratie et connaissance. Qu'est-ce que c'est que l'élaboration, qu'un rapport au savoir démocratique? Qu'est-ce que c'est que la dimension démocratique du savoir? La démocratie des savoirs, en quelque sorte, pour paraphraser le nom de votre organisation, la République des savoirs, là. C'est pas la question républicaine, c'est la question démocratique. Et là, je tombe sur, et je suis ravie, la démocratie sanitaire. Je ne savais même pas que le nom existait. Ça aussi, c'est pas très original, puisque si vous faites un micro-trottoir, vous verrez que peu de gens, pratiquement personne ne connaît l'expression de démocratie sanitaire. C'est très peu connu. C'est très peu connu à l'extérieur, c'est très important à l'intérieur des institutions de santé. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre que la démocratie sanitaire, elle est liée à l'augmentation continue des maladies chroniques. L'augmentation continue des maladies chroniques, ça veut dire que le patient devient quelqu'un qui n'est pas là pour quelque temps, qui n'est pas là pour une nuit, une semaine ou 3 mois, qui est là à vie. Et qui, comme tel, va se transformer petit à petit, non seulement en citoyen, mais en citoyen d'une démocratie. Avec tout ce que ça implique. De faux semblants démocratiques, mais aussi de révolte, de prise de pouvoir, etc. Alors ça, c'est le champ de la maladie chronique. Et je découvre assez rapidement, puisque en faisant un peu d'histoire, on s'en rend compte au bout de 5 minutes, qu'en fait, c'est pas la maladie chronique qui a imposé la démocratie. Ce que je viens de dire, parce qu'ils sont là très longtemps, etc., c'est un virus, une crise épidémique. Et en l'occurrence, c'est le sida. Et ce faisant, quand je dis ça, je dis quelque chose qui est faux, puisqu'en réalité, ce n'est pas le virus qui a amené la démocratie en santé. Le virus, il a amené une maladie catastrophique. Ce qui a amené la démocratie sanitaire, c'est la lutte des patients atteints de sida, et plus particulièrement de la communauté homosexuelle. Pour plein de raisons. Je le disais il y a 2 jours, c'est être atteint de sida quand on est héroïnomane, c'est pas la même chose quand on est héroïnomane, quand on est haïtien et quand on est hémophile. Quand on est homosexuel, c'est les 4 H du sida, c'est un statut particulier, c'est une sociologie particulière qui va donner des potentialités démocratiques. Alors, on a donc une grande pandémie. C'est le retour des grandes pandémies avec le sida. Le Covid est l'épisode de cette très longue, malheureusement, série, qui n'est pas loin, qui n'est pour l'instant pas près de s'achever. Et cette grande pandémie, cette pandémie terrifiante,
va conduire à la construction d'une démocratie sanitaire. Et moi, je vais entrer dans ce champ de la démocratie sanitaire avec un engagement qui est de la défendre, qui est de prendre parti pour elle, tout en critiquant la démocratie sanitaire telle qu'elle est. Donc je ne me positionne pas, Caroline l'a rappelé, je tiens à le faire à chaque fois, en soi-disant chercheur, soi-disant chercheuse qui se tiendrait dans une neutralité axiologique face à son objet. Je n'y crois pas, ça n'existe pas, il n'y a jamais de neutralité axiologique du chercheur. Il suffit de lire la conférence de Max Weber, Wissenschaft als Beruf, pour voir que Max Weber lui-même explique que tous les chercheurs, tous les scientifiques sont toujours engagés. Et que précisément, c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire déontologique par rapport à... Voilà, la neutralité axiologique dans la recherche, ça n'existe pas. Et on l'a collé à Weber de manière complètement fallacieuse, ce message d'une neutralité axiologique du chercheur, précisément dans cette conférence. Ceci a été brillamment établi par Isabelle Kalinowski dans sa traduction et introduction à Max Weber, qui est vraiment là-dessus excellente. Donc je reviens à cette affaire. Donc mon engagement dans la question de la démocratie sanitaire, c'est un engagement pour la démocratie, qui poursuit l'engagement que je commençais à avoir pour la démocratie. Et ce qui m'intéresse vraiment, je vais être très claire avec vous, c'est pas la santé, c'est la démocratie. Tout le travail que je fais aujourd'hui sur la démocratie sanitaire, c'est pour essayer de comprendre la démocratie. Plus, au fond, que pour essayer de comprendre la santé. Donc c'est vraiment un travail de philosophie politique. Et la santé, c'est un lieu pour essayer de comprendre comment on peut vivre ensemble, être dans une cité commune, dans une république commune, et pourquoi pas, soyons fous, dans une démocratie. Parce que cité, république et démocratie ne veulent pas du tout dire la même chose, je me permets de le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, dans le discours médiatique, quand vous êtes citoyen, vous êtes en démocratie, et donc dans une république, tout ça n'a rien à voir. On peut très bien avoir une cité sans qu'elle fonctionne de manière démocratique. On peut très bien être dans une république sans que cette république soit une démocratie. Vous voyez, donc toutes ces choses doivent être distinguées avec rigueur. C'est le travail de la distinction conceptuelle qu'on doit faire en philosophie politique. Alors, je m'intéresse à la démocratie sanitaire, donc à son histoire très particulière, à sa puissance, mais aussi à ses faiblesses, qui sont considérables. On va en parler. Et ça peut expliquer pourquoi elle s'est effondrée en quelques minutes. Mais, je veux dire, le 17 mars 2020, ou le jour du discours de Macron, qui était le 16. Mais, parce que personne n'a protesté, hein, à part Paul Audy et 2-3 sociologues et 2-3 personnes, je veux dire, c'est passé tout seul, hein, ce discours absolument catastrophique. Alors, donc, la démocratie sanitaire m'intéresse comme objet dont il faut faire la généalogie critique, mais comme objet que j'aime, enfin, que j'ai envie de défendre. Mais elle s'inscrit pour moi dans un contexte beaucoup plus large, qui est la démocratie en santé. C'est beaucoup plus large que la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, c'est une histoire spécifique, hein, les aspects épistémiques de la démocratie, mais la démocratie en santé, ça engage les dépenses de santé, la justice dans les allocations, pourquoi on rembourse telle ou telle pilule innovante, pourquoi pas telle ou telle chose, toutes les questions qui intéressent beaucoup Caroline, c'est l'allusion de tout à l'heure. Il est où? Hervé. D'accord. Et donc tout ça, évidemment, c'est au-delà de la démocratie sanitaire, puisque là on retrouve les questions économiques classiques de la démocratie, les questions de justice, d'allocation des ressources plus connues. Hein. Voilà. Donc, mais j'insiste, c'est pour penser de la démocratie en général. Or, il se trouve que la démocratie en général, eh bien, c'est un objet parfaitement méconnu. Ça, j'en ai maintenant la conviction. C'est un objet qu'on croit connaître, et en réalité, on connaît très très mal le concept de démocratie. Alors, je vous dis tout de suite sur quel livre je vais m'appuyer pour bâtir cette intervention, sur quel livre je me suis appuyée. C'est sur le livre de Christophe Pépart, avec lequel je travaille au quotidien depuis des années. On fait à peu près tout ensemble, notamment les tracts, on les a fait ensemble. Et on fait des séminaires ensemble, enfin bref, on travaille tout ensemble. Et c'est pas par hasard, puisque je suis allée chercher Christophe
Gebhardt pour travailler sur la démocratie. C'est un des meilleurs spécialistes de la démocratie athénienne. Et il vient de sortir enfin ce livre, que j'attends depuis longtemps. C'est 10 ou 20 ans de travail. Athènes, l'autre démocratie, 5e siècle avant Jésus-Christ, aux éditions Passé Composé. Quand on lit ce livre et quand on le lit avec attention, on se rend compte que ce qu'on croyait être la démocratie ne correspond absolument pas à la seule expérience véritablement historique avérée de démocratie, qui est la démocratie athénienne, qui a duré un siècle, qui comptait jusqu'à 60 000 citoyens. 60 000 citoyens riches, pauvres, de toutes sortes de classes, issus de toutes sortes de classes sociales, contrairement aux mensonges qu'on nous raconte à l'école, et qui administrait un territoire de jusqu'à 350 000 habitants. Donc organisé par 60 000 citoyens actifs, et donc des citoyens qui n'étaient pas seulement des citoyens, mais qui étaient aussi constitutifs d'un démos, ce qui est un concept extrêmement compliqué à comprendre, ce qu'est le démos. Qui est le démos? Par exemple, qui est le démos dans la démocratie sanitaire? Qui est le démos de la démocratie sanitaire? Question redoutable. Si vous interrogez l'histoire de la démocratie sanitaire, ce sont les patients. Or, pourquoi? Pourquoi exclure les soignants? Vous voyez? Pourquoi ce ne seraient pas les soignants aussi qui seraient à parité aussi importants? Vous voyez? Donc la question du démos, qui est le démos, qui est à l'intérieur du démos, qui est à l'extérieur, ce sont des questions très importantes et ça n'a rien à voir avec les citoyens. Les citoyens, la collection des citoyens. Donc le démos qui a le pouvoir, le kratos. Il l'a, c'est-à-dire qu'il ne le délègue pas. Donc on n'est pas dans la logique de la délégation ou de la représentation. Et c'est donc extrêmement difficile à penser, d'autant qu'on a très peu de sources qui le décrivent positivement. On a essentiellement des critiques, du côté de la philosophie notamment, bien sûr, à commencer par Platon, et Aristote également, et on a très très peu finalement de philosophie démocratique de la démocratie. Donc il est allé chercher dans les tragiques et les comiques la pensée, et pourquoi pas même la philosophie, démocratique de la démocratie. Donc c'est vraiment, alors c'est évidemment dans le sillage de Cornelius Castoriadis, qui est un des rares philosophes démocrates, mais c'est vraiment cela, le geste théorique ici, le grand apport, c'est que c'est étayé sur toute l'archéologie, l'épigraphie, la philologie la plus récente internationale dont on dispose en 2022. Donc c'est évidemment extrêmement précieux. Alors, c'est donc un objet trop connu et en réalité méconnu, mais c'est pourtant un objet très important pour nous. Je reviens sur la démocratie sanitaire, son histoire très rapidement, parce que le temps passe, pour justement faire jouer cette question de la démocratie. Et ce que les Grecs, les Athéniens peuvent nous en dire. La démocratie sanitaire nous renvoie immédiatement à la loi Kouchner du 4 mars 2002. Dans la loi Kouchner du 4 mars 2002, il y a beaucoup de choses importantes. Il y a le consentement libre et éclairé pour tous les actes qui concernent la santé du patient, c'est-à-dire même la prescription de Doliprane devrait normalement engager un recueil soigneux du consentement libre et éclairé. C'est ça que ça veut dire, la loi Kouchner. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes chez votre médecin, il ne devrait pas dire « je vous remets du Doliprane », il devrait dire « voilà, quels sont vos symptômes ? Là-dessus, moi, je propose du paracétamol. Est-ce que vous connaissez l'usage du paracétamol? Est-ce que vous connaissez ses dangers? Il y en a. Vous les connaissez, j'espère, ici. Faites attention, voilà, mais c'est coût-bénéfice, etc. On est clair, etc. On ne fait jamais tout ça, bien sûr. Mais normalement, dans la loi, on devrait le faire. Alors, on ne le fait pas parce qu'on se dit du Doliprane, ça n'a jamais tué personne, ce qu'il faut. Mais plus le risque létal du pharmacone est évident pour le soignant, plus
le consentement libre et éclairé est recueilli. Recueilli ou formaté, voire extorqué par un regard un peu insistant, une tonalité un peu menaçante, un petit chantage affectif, un petit agacement, vous voyez, on connaît tout ça. C'est toutes les questions éthiques autour du recueil du consentement libre et éclairé. C'est passionnant, mais ce n'est pas le sujet, parce que ça, c'est l'individu. L'individu, dans son coin, face au clinicien, c'est le colloque singulier, on est dans le cadre de l'individu. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, ça. Parce que la démocratie, c'est collectif. Et l'un des écrans qui nous empêche de penser la démocratie, c'est qu'on croit que c'est l'extension indéfinie des droits individuels. C'est la lecture tocquevillienne. La démocratie en Amérique, c'est les Américains ont lancé ça, on n'a pas le choix, c'est le sens de l'histoire, toujours plus de droits pour les individus. Et ça, c'est un contresens. Alors, ce que la loi Kouchner sanctionne en 2002, inscrit dans le droit, ce n'est pas seulement donc les droits individuels comme le consentement libre et éclairé ou le libre accès à son dossier médical, fondamental, hein, on a oublié, mais c'est fondamental, c'est-à-dire la transparence normalement absolue du dossier pour le patient lui-même, alors qu'on était dans une culture de l'invisibilisation du dossier pour le patient, parce que le pauvre, il est trop affecté pour se rendre compte de la gravité de son cancer, etc. Donc ça, c'est une conquête énorme quant à la vérité, et à ma vérité, à la vérité qui me concerne, dans le souci de soi, la parésia et tout ça. C'est très important, mais c'est toujours pas la démocratie. Par contre, la démocratie sanitaire, elle est citée dans la loi, elle est décrite dans la loi. Et elle est décrite comme comprenant des droits individuels, on ne se détache pas de Tocqueville aussi facilement, et des droits collectifs. Les droits individuels et les droits collectifs faisant signe vers les luttes collectives des années SIDA. Donc en fait, c'est cette démocratie sanitaire et l'aboutissement, bien sûr, d'un processus historial, on peut employer les grands mots, qui remontent peut-être à Athènes, mais en réalité, c'est très très clairement, historiquement, là, le fruit de ce que les sociologues ont appelé la révolte des malades. La révolte des malades, et on comprend pourquoi la démocratie sanitaire est patient-centrée, si vous me permettez cet anglicisme. Comme on dit en anglais, patient-centered. Comme l'éducation centrée sur l'élève. Ça ressemble beaucoup. Donc là, c'est patient-centré, et évidemment, c'est une des grandes, à mon avis, faiblesses de la démocratie sanitaire. Mais tout ça pour dire que la première chose à dire, c'est que la première question qu'il faut se poser, c'est qui nous donne la démocratie, comment elle advient. Si on regarde l'histoire de la démocratie sanitaire, ce n'est pas le législateur qui a donné la démocratie aux patients. Ce serait complètement fallacieux de dire que c'est Bernard Kouchner, ce type qui aurait, ou l'Assemblée qui a voté sa loi, qui aurait donné la démocratie sanitaire. Ça, c'est la vision majoritaire du nomothète, du législateur, qui vient donner la loi, la démocratie, sur un plateau à la population. Ça, c'est une idée qui est complètement fausse et qui malheureusement a été beaucoup, je n'ai pas le temps de le détailler, mais on nous a beaucoup inculqué. En réalité, et c'est démontré ici, entre autres, la démocratie en général et la démocratie sanitaire en particulier, et pour la démocratie en général, elle ne peut être conquise que par le démos lui-même. Il faut une auto-institution du démos. Donc ça passe par une forme de révolte ou de révolution. Ça ne peut pas se faire comme ça par le législateur qui vient vous la donner. C'est essentiel de comprendre ça et de comprendre le négatif, la violence de la lutte dont il était question tout à l'heure. D'où la question du sida qui nous oblige à nous demander si le sida c'est une affaire de révolte, les années sida, si c'est une révolution, si c'est une évolution, si c'est une insurrection. Toutes ces questions sont politiquement majeures pour comprendre comment s'institue une démocratie. Comment aussi on la détourne, comment on la désactive en l'instituant, comment en instituant une démocratie, on institue toutes les procédures pour la destituer et faire qu'elle n'existe pas et qu'il y ait une apparence de démocratie. Voilà toutes les questions qu'on retrouve dans l'histoire de la démocratie sanitaire.
Alors, il y a la question aussi de la délimitation du démos dont je vous ai parlé. Pourquoi exclure a priori les soignants? Pourquoi les soignants n'ont pas voix au chapitre? Pourquoi exclure a priori les citoyens non malades? Donc, on a un problème d'une démocratie centrée patient, centrée sur les patients, et qui est centrée sur l'intérêt de chaque communauté de patients. Ce qui probablement vient contredire l'idée même de démocratie. Puisque dans l'idée de démocratie, c'est aussi un des chapitres de ce livre, l'idée de démocratia, ou démocratia comme vous voulez, repose sur l'idée que tous les membres du démos sont a priori capables de parésia, c'est-à-dire de dire la vérité pour tous. Donc, ça veut dire que dans le démos, il n'y a pas les diabétiques spécialistes du diabète, les sidéens, pardon, c'est une influence délétère de la comparaison avec les lépreux d'il y a 2 jours. Les patients atteints de sida qui seraient les experts du sida, les patients de etc., vous avez compris, et chacun aurait son champ d'expertise et sa communauté d'intérêt. Ça, c'est l'inverse du processus démocratique de l'expérience athénienne pendant un siècle qui repose sur cette notion de parésia. Et c'est précisément, je crois que c'est très vrai, l'enjeu de la pensée tragique, que de dire ça, qu'on est à la fois dans une perspective, ce que dit Nietzsche d'ailleurs dans sa philosophie de la tragédie, on est à chaque fois toujours dans une perspective apollinienne et toujours capable de voir ce qui déborde la perspective et qui comprend toutes les perspectives, c'est ce que Nietzsche appelle Dionysos. Et ça, c'est cet effort-là, cette tension pour parvenir à ça, cette visée commune, c'est précisément la démocratie. Donc ça suppose de donner à tous la possibilité de la parésia. Donc ça, c'est très bien décrit au chapitre 4 de Athènes, notre démocratie. Donc, vous voyez, on voit bien dans mon tableau généalogique la force de cette démocratie sanitaire, enracinée dans l'histoire du sida, qui va entraîner toutes les autres maladies, les maladies chroniques en particulier, puisque le sida va se chroniciser. En se chronicisant, il va pouvoir se tenir dans le temps, se structurer, mais il n'a pas fallu, je crois pas, ça Caroline pourra me le dire, d'autres aussi, que la démocratie sanitaire ait dû attendre que les patients atteints de sida soient des malades chroniques pour s'engager. C'est-à-dire que même quand ils mouraient les uns après les autres en très peu de temps, bon, c'est vrai qu'avec le sida on pouvait mettre du temps à mourir, il y avait cette histoire du temps mis à mourir, même si voilà, la mort... Ça a été lié au premier traitement, au contraire. Enfin, voilà, on était face à des gens qui étaient donc dans un épisode viral aigu, la pandémie au sens populaire du mot, et pourtant, il était déjà question de la démocratie. Voilà. Ça c'est assez génial de dire ça, parce que du coup, c'est pas lié à ce que je disais tout à l'heure, la maladie chronique, le fait d'être là pour toute la vie, etc. Voilà. Donc, c'est cette insurrection, cette auto-institution. Ensuite, il va y avoir toutes les maladies chroniques qui vont suivre le sida. Par exemple, aujourd'hui, le monde du cancer est complètement structuré par la démocratie sanitaire. Les grandes associations de lutte contre le cancer, comme la Ligue, sont des acteurs fondamentaux de la démocratie sanitaire. Ce sont des pouvoirs à part entière, des pouvoirs qui s'estiment piétinés, probablement à juste titre, mais des pouvoirs quand même. Donc on a un effet d'entraînement du sida, et tout le monde va entrer petit à petit dans la logique de la démocratie sanitaire. Tout le monde, sauf les soignants, qui, pour l'heure, n'ont toujours pas été invités. Et les citoyens non malades regardent les bras croisés quand ils sont au courant qu'il existe une démocratie sanitaire. Je le rappelle, je pense que je me permets de faire un sondage fictif, je pense que 99,5% des Français ignorent que la démocratie sanitaire existe.
Ils n'en ont jamais entendu parler, donc c'est qu'ils ne sont pas les acteurs de la démocratie sanitaire, vous m'accordez. Donc voilà, on s'émeut que les femmes ne fassent pas partie du démos à Athènes, on a raison. On s'émeut que les esclaves ne fassent pas partie du démos à Athènes, et on a raison de trouver ça insupportable. Mais est-ce qu'on s'émeut que les infirmiers, les paramédicaux, et même en grande partie les médecins eux-mêmes ne fassent pas partie de la démocratie sanitaire? Pas du tout. Et ça montre bien qu'on n'est pas clair. Sur les délimitations du démos, sur ce que c'est que le démos. On croit que c'est une collection d'individus. Donc, pour moi, il s'agissait de faire cet ouvrage, que ça fait 5-10 ans que je travaille sur cet ouvrage. Le premier chapitre, ça devait être le sida, évidemment. Hein. Vous comprenez pourquoi, démocratie en santé, l'entrée ne pouvait être que le sida. Et puis, j'ai été percutée, mon travail a été percuté de plein fouet par le Covid, une sorte d'astéroïde qui est tombé sur mon projet de livre, qui a complètement désorganisé le plan. Et au même moment, sidéré, j'ai découvert que de démocratie sanitaire, il n'en était plus question nulle part. Et ça a été, osons les grands mots, une sorte de trauma parmi tant d'autres de cette période. Donc, en plus par la brutalité de la chose. C'est-à-dire que 2 jours avant, vous êtes dans un forum Santé Avenir avec les huiles de l'Université de Bordeaux et du CHU en train de parler de la démocratie sanitaire. 2 jours après, c'est fini. Alors au début, vous vous dites ça va durer... c'est normal, au début, vous vous dites ça va durer quelques semaines, le temps qu'ils se remettent, etc. Et puis en fait, non. Non, ça ne s'arrête jamais. Il n'en est jamais question. Et puis, au bout de 2 ans, vous vous dites il y a une accalmie avant la prochaine reprise épidémique. Et là, vous vous dites on va faire le bilan de cette démocratie sanitaire. Non, il n'en est toujours pas question. Que se passe-t-il? Quelles sont les raisons sanitaires, sociales et politiques, je pose les 3, qui expliquent qu'il y a un virus qui a été l'occasion historique d'inventer la démocratie sanitaire, et un autre virus semble avoir été l'occasion historique d'essayer de la détruire, l'enterrer. C'est quand même pas clair, cette affaire. D'où mon titre, un drôle d'anniversaire pour la loi Kouchner. Sida Covid. Il me reste 10 minutes peut-être. Donc pour moi, la démocratie sanitaire, c'est un ensemble de chantiers, mais il est difficile là d'y travailler avec une telle perturbation sismique là, de la chose, c'est un petit peu percuté. Donc. La démocratie est un ensemble de chantiers plus généralement, c'est une analyse que je partage avec Christophe Pébart qui décrit exactement la démocratie athénienne comme telle. Il pense que les Athéniens décrivent la démocratie comme un ensemble de chantiers et de questions. Et le philosophe, l'un des rares philosophes démocrates de la démocratie sur lesquels je travaille, John Dewey, décrit la démocratie exactement comme ça, comme un ensemble de chantiers et de problèmes qu'on ne peut résoudre que collectivement. Donc aujourd'hui, nous voilà bloqués, puisque plus personne ne semble y travailler. Donc il faut absolument, et ce sera ma contribution à l'appel du 18 juin, que tout le monde se réveille et dise écoutez, la démocratie sanitaire, ça sert à pas grand-chose, c'est nul, on n'en veut pas, on préfère une république d'experts, une aristocratie éclairée, un despote, faites ce que vous voulez, choisissez. Moi, je défendrai la démocratie sanitaire, chacun son truc, mais il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut politiquement. Demain, on doit voter, pour ceux qui souhaitent voter, et à un moment, il faut se positionner. Est-ce qu'on entend quelque chose? Rien. Ah d'accord. Alors, donc ça c'est le premier point, le chantier collectif dans lequel il faut s'engager ou dont il faut dire que c'est plus la peine, on ferme le chantier. Là,
démocratie sanitaire, il faut maintenant dire, après avoir dit sa force, finir par ses faiblesses. Nous les avons longuement, la démocratie sanitaire telle qu'elle existe, nous les avons longuement décrites, ses faiblesses, dans quelques pages de Santé publique année zéro. Donc j'explique la genèse de ce texte, parce que c'est important de comprendre pourquoi on en parle de la démocratie sanitaire. D'abord, on a écrit de la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation, où on a un peu parlé de la démocratie sanitaire, mais pas suffisamment dans le détail. On a parlé de la démocratie en général. Ce texte, qui a reçu un immense succès en France et à l'étranger, de lecteurs de toutes sortes, mais vraiment de toutes sortes, à la fois socialement, politiquement, c'est absolument incroyable le caractère hétéroclite du lectorat de ce texte. Il a été aussi très mal lu et très mal compris par un certain nombre de gens qui n'avaient pas envie de le comprendre et qui ont fait preuve d'une mauvaise foi assez impressionnante. Et ils ont caricaturé ce texte, qui était quand même l'œuvre, c'est marqué dans la première page, non pas d'une philosophe, c'est pas la philosophe libertaire et prise de liberté, mais d'un collectif, notamment de soignants et de chercheurs en santé publique. Ce texte était un texte de défense de la santé publique. Et c'était un texte pour la santé. Il a été caricaturé comme un texte dans lequel on défendait les libertés contre la santé. La démocratie, c'est-à-dire les libertés individuelles, contre la santé, c'est-à-dire le bien collectif. Quelle caricature! Mais ceci, c'est un ensemble, c'est un empilement d'accélération idéologique. Croire que d'un côté, il y a la liberté, c'est les libertés individuelles, déjà, ça c'est la réduction que font les libéraux. Pour les libéraux, il n'y a que des libertés individuelles, en fait. D'accord, mais c'est une option libérale, c'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas libéraux. C'est pour ça qu'il faut dire un peu comment on est politiquement positionné pour faire de la philosophie politique, parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc nous ne sommes pas libéraux, les libertés ne sont pas réductibles à la collection des droits individuels. Les libertés, c'est aussi, et c'est peut-être surtout, les libertés collectives. Celles que, justement, par exemple, l'auto-institution du démos, la délibération, etc. Et donc, on nous a déjà collé cette dichotomie entre d'un côté ceux qui défendent les libertés, donc les individus, avec le schéma soit libéral, soit libertaire, soit anarchisant, soit libertarien. Nous avons été accusés d'avoir proposé un pamphlet libertarien, je tiens à dire, confusionniste et libertarien, covido-sceptique, comme les climato-sceptiques trumpistes. Donc, il faut quand même voir la réception par certaines personnes qui ont quand même été payées par la République pour lire des livres de presse, donc c'est quand même insupportable. Et de l'autre côté, il y aurait la santé, qui serait le bien collectif. Non. En fait, ce que nous expliquent les soignants depuis un demi-siècle, et ce que nous expliquent les gens qui pratiquent la santé publique, c'est que pour qu'il y ait quelque chose comme la santé, qui est un fait social, qui est un ensemble de faits sociaux en tout cas, pour que la santé soit une réalité, il faut absolument s'appuyer sur le levier des libertés collectives. Sinon, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et donc, à la demande de François là, qui est expert en santé publique et chercheur en santé publique, et médecin de santé publique, et acteur de la vaccination à l'université de Bordeaux, etc., etc., etc. Je me permets de bien le dire pour asseoir quand même sa légitimité dans le champ du Covid. Eh bien, à sa demande, nous avons fait un deuxième tome, en quelque sorte, pour faire taire tout ceci. Et ça a relativement marché, puisqu'ils restent tous muets comme des carpes. Le but est de ne pas parler de santé publique année zéro. Parce que, de toute façon, c'est tout à fait accablant pour eux. Donc, santé publique année zéro, ça a été l'occasion de reprendre la question de la démocratie et de la démocratie sanitaire, et d'essayer de faire un bilan de cette démocratie sanitaire. Pourquoi elle s'est effondrée aussi vite, aussi rapidement, en quelques minutes? Bien sûr, on peut dire que c'est à cause du grand méchant néolibéralisme. Et ça, c'est vrai. Le nouveau libéralisme autoritaire ne veut pas de démocratie. Il est antidémocratique, je me suis tuée à le dire, avec d'autres dans de nombreux textes, prises de parole, etc. Bien sûr. Mais ce n'est pas la seule raison. Si la démocratie sanitaire était forte, robuste, si elle était profondément démocratique, elle aurait résisté. J'en suis convaincue. C'est mon point de vue en tout cas.
peut-être tort, je pense. Donc il faut aussi regarder les faiblesses internes de cette démocratie sanitaire. Et quand on regarde, et là il faut travailler sur l'histoire du sida, et ensuite la manière dont toutes les autres maladies ensuite. Et quand on regarde les choses, il y a un certain nombre de problèmes. D'une part, il y a eu des efforts dans les acteurs de la démocratie sanitaire du sida pour aller vers la visée de l'universel. Rappelez-vous le combat des acteurs de cette démocratie sanitaire pour intégrer les enfants dans la question du sida, parce que les enfants meurent du sida. Pour intégrer les femmes dans la question du sida, parce que les femmes meurent du sida. Pour intégrer autre chose que le blanc homosexuel, etc. Il y a eu tout cet effort-là. Mais il y a aussi eu un repli communautaire. Il y a aussi eu la tentation d'une communauté contre une autre. Il y a aussi eu la tentation libertaire de la résistance individuelle, etc. Donc, et ça, c'est pas la démocratie. Ça, c'est la vision libérale de la démocratie qui ne connaît que des individus et, dans le meilleur des cas, des communautés auxquelles ces individus appartiennent et qui ne connaît qu'une chose, le conflit des intérêts. Avec l'idée qu'il faut stabiliser ce conflit dans un consensus provisoire pour éviter la stasis. Mais ce n'est pas une visée commune, universelle du savoir, vous voyez. Donc, on a cet aspect-là. On a de très beaux et forts dans la démocratie sanitaire, cette idée que je ne lutte pas pour mes intérêts, je lutte pour la vérité pour tous. C'est-à-dire que nous avons la figure d'un patient qui se met à se positionner comme un sujet de savoir, de science. On va construire ensemble une science du sida. Ça, c'est magnifique. Et ça, c'est profondément démocratique. C'est cette histoire de Parisien. Mais on a aussi le repli inverse, qui est que moi, en tant que patient atteint de sida, je suis l'expert de mon domaine et je sais mieux que tout le monde ce qu'il en est du sida, parce que c'est celui qui a le sida qui sait ce qu'est le sida. Mais c'est faux. Il ne faut pas avoir une chose pour la connaître. Enfin, sinon, c'est excluant. C'est-à-dire que ça devient, le savoir devient une possession et chacun est en compétition pour s'arracher la chose au lieu de le co-construire ensemble, globalement, par un démos, qui évidemment est en conflit. Hein, attention, n'ayez pas peur, je ne vous présente pas une vision irénique du démos comme si c'était un salon. Justement, c'est une pluralité tendue en conflit qui peut même rencontrer des crises et qui est toujours menacée par la stasis, mais qui justement essaie de tenir ensemble et de construire ensemble un rapport à la vérité. Donc on a les deux dans le film. Et on a bien sûr et je finirai là-dessus, l'assomption du gouvernement représentatif. Nous disons en démocratie, ce livre explique très bien dans son introduction et dans sa conclusion qu'il n'est pas du tout certain que nous soyons en démocratie. Nous sommes plutôt dans ce que les libéraux ont édifié à toute vitesse face aux dangers démocratiques au moment de la Révolution américaine puis française, c'est-à-dire le gouvernement représentatif. C'est-à-dire qu'avec les insurrections populaires qui se sont multipliées à la fin du XVIIIe siècle, il s'est agi très rapidement de construire un pouvoir dans lequel le peuple se dessaisissait aussitôt de son pouvoir en le remettant à d'autres. Les gouvernants, eux-mêmes éclairés par des experts, le fameux ouvrage classique de Bernard Manin, qui montre cela très bien. Donc, nous sommes pas réellement dans une démocratie, parce que la démocratie, c'est pas un ensemble de droits individuels, c'est pas le droit de vote, c'est pas tout ça. Tout ça est une réduction et contre-sens. On voit bien que ce qui est appelé démocratie sanitaire, très souvent, c'est l'assomption du gouvernement représentatif. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolte des malades, mais très rapidement, il y a eu une reprise en main des pouvoirs médicaux avec un tri des bons représentants. On choisit le bon patient expert, celui qui est bien élevé, qui répète à peu près les mêmes éléments que ce que demande l'industrie, etc. Voilà, c'est le patient expert qui devient l'instituteur de tous les autres patients, qui les met bien dans le droit chemin. On lui donne quelques cours sur les entretiens motivationnels et autres pour lui apprendre à fabriquer un consentement à l'échelle industrielle, etc. etc. C'est catastrophique. Donc, on a à la fois une potentialité extraordinaire
un ensemble de germes démocratiques et émancipateurs extraordinaires dans cette histoire de la démocratie sanitaire, mais aussi tout un ensemble de malversations, de malfaçons, de reprise en main du pouvoir par cette alliance délétère entre les leaders et les experts, pour parler anglais. C'est le vocabulaire des nouveaux libéraux, mais c'est plus généralement le vocabulaire du gouvernement représentatif, en fait, au XIXe siècle. Pardon. Et donc, il faut s'interroger sur, sur notre propre incapacité à prendre au sérieux cette question de la démocratie. Il faut quand même faire le ménage en nous-mêmes là-dessus, si on veut défendre la démocratie sanitaire. Voilà, je vous remercie. Alors peut-être, j'avais envie, si tu es d'accord Barbara, pour juste illustrer, pas la lutte des malades, mais ce qui s'est passé dans les années 90, un petit texte de Leibovitch, un petit extrait, pour redonner un peu l'ambiance de l'époque, et peut-être tu vas rebondir ou pas dessus en attendant que les gens préparent leurs questions, et que je trouvais un petit peu... voilà. Il parle, c'est en 1995, donc il n'y a pas encore les trithérapies, mais les premiers résultats en cours d'essai sont vraiment très encourageants, et il commence déjà à anticiper ce qui va se passer au moment où les résultats seront scientifiquement montrés comme solides. Et donc il dit le virus HIV chez ces gens paraît avoir été stoppé pour la première fois, apparemment complètement pendant les 6 premiers mois, donc il se met plus tard. Langue profane pour un sujet sérieusement spécialisé, c'est des morceaux, hein, sérieusement spécialisé, spécialement sérieux. C'est que les médecins, l'industrie pharmaceutique ne doivent pas être les seuls tenants d'une affaire aussi lourde. Les séropositifs, leurs intimes ou familiaux, les malades, et aussi toutes et tous qui savent le sida et son virus à leur porte ou à celle de leurs enfants, c'est-à-dire à peu près tous les humains concernés par la vie, interrogés par sa signification, auront à considérer le sida et son virus. Ils sont de droit partenaires, sinon mandataires, de l'opération anti-virus, anti-VIH. Ces temps d'épidémie et de bouleversements thérapeutiques appellent un élargissement historique des assises décisionnelles, fût-ce au prix de confrontations argumentatives. Nous ne devons pas faire l'économie de débats, de participation du public sur la question pourtant étroitement technique de comment traiter au mieux les gens concernés avec les nouveaux moyens. Donc voilà, c'était juste pour illustrer ça, qui était donc quelques années, c'était un peu le creuset de la démocratie sanitaire. Oui, mais tu vois, il n'est pas question des soignants. Alors, s'il en est question, il est question. Ça. Alors, voilà. Car il s'agira d'essais multiples et donc d'erreurs multiples à minima. C'est là où le regard d'un plus grand nombre de partenaires fera contrepoids aux professionnels dont je suis. Faudrait-il que tout se passe dans le secret de nos états-majors ? Voilà. Mais il dit à un endroit que le médecin reste quand même... Le médecin, mais l'infirmier, l'aide-soignant, le kiné, tous ces gens-là qui sont en train de quitter l'hôpital là, parce que précisément, ils sont atteints d'une maladie professionnelle, on va dire ça comme ça, qui s'appelle la perte de sens. Pourquoi ils sont atteints d'une maladie qui s'appelle de la perte de sens ? Vous êtes au courant, j'imagine, que tous les hôpitaux de France ou presque sont en train de s'effondrer. C'est quelque chose qui avait l'air un peu comme un truc sur un gruyère, hein, de tenir. On alertait avant l'arrivée du Covid que ça allait s'effondrer. Le Covid a achevé, alors pas le virus, mais la gestion abominable de cette pandémie a complètement achevé de détruire le système sanitaire français, qui est en train de s'effondrer. C'est-à-dire, je le dis à chaque fois que je prends la parole maintenant, sachez que si vous arrive un accident, je ne sais pas quoi, vous pouvez vous retrouver non soigné, non pris en charge. Il commence à y avoir des accidents et des gens qui portent plainte au pénal parce que voilà, on en est là. Bon, pourquoi on en est là ? Parce que bien sûr, les moyens, il n'y a pas assez de moyens, bien sûr. Il n'y a pas assez de moyens. Mais il y a aussi une débauche d'argent. On a dépensé
un pognon de dingue. C'est un livre de Maxime Combe, L'argent magique de la pandémie. On a dépensé un pognon de dingue sur la pandémie. Et où est-ce qu'on l'a mis? On l'a absolument pas mis. On l'a mis sur l'innovation, soi-disant, sur les labos. On a arrosé tous les pouvoirs en place, les pouvoirs dominants. Par contre, est-ce qu'on a alloué des ressources, du respect, du temps, de l'estime ou quoi que ce soit aux soignants? Absolument pas. Donc les soignants se retrouvent complètement délégitimés dans leur capacité épistémique. Ils ne participent pas à la discussion sur la vérité, ils ne participent pas à la discussion clinique, ils ne participent pas du tout à la démocratie sanitaire. Ils sont là pour obéir, et maintenant, ils s'en vont. Alors, j'avais une question concernant le moment des 20 ans de la loi Kouchner, et je remontais un petit peu à plus loin parce que les hôpitaux étaient déjà pas en très grande forme avant, et que avec le sida, je pense que au niveau République, démocratie, tout ce que vous voudrez, vous les expliquerez mieux que moi, mais c'est aussi ça coïncide exactement avec la remontée du Front National à fond les ballons, la peur et tout un toit. Et il y a une coïncidence. Merci de votre question. J'ai vraiment jamais réfléchi à ça. Et ça coïncide. Politiquement, j'ai vraiment aucune réponse à vous faire là-dessus. Parce que ça a fait peur, le sida, les homos, voilà, tout un point. C'est possible. En revanche, ce qui est important de rappeler, comment ont été traités les patients atteints de sida dans un premier temps, si on veut faire cette comparaison entre ce que je racontais il y a 2 jours, chez Michel Foucault, le rêve politique de la lèpre, le rêve politique de la peste. Je veux dire, on a des visions politiques selon les épisodes épidémiques qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc Foucault distingue bien le rêve, ce qu'il appelle le rêve politique de la lèpre, c'est-à-dire exclure l'infecté. Il le distingue bien du rêve politique de la peste, qui lui est inclure tout le monde dans l'épidémie et pas du tout exclure. Si c'est vrai que dans un premier temps, les patients atteints de sida vont subir évidemment toute cette tentation du rêve politique de la lèpre, mais et évidemment un des exemples emblématiques sera le discours du Front National sur les sidéens qu'il faudrait mettre dans des sidatoriums. Mais en tout cas, l'histoire sociale et politique du sida ne va pas prendre cet embranchement. Elle va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire, au contraire, respecter les patients atteints de sida. Voilà, c'est pas du tout la logique de la léproserie, de la lèpre, qui va s'imposer, et ça va donner, si vous voulez, l'idée, il faut respecter les malades. Donc c'est dans ce sens qu'on va aller. Voilà. Et quand on regarde le Covid, les gens infectés Covid ont été... Caroline a parfaitement raison de rappeler que les cautions scientifiques, on va les appeler comme ça, qui ont joué le jeu de cautionner des décisions des cabinets McKinsey et compagnie, en réalité, sont comme ils disent, comme dit Delfrécy, je suis un bébé sida, il passe son temps à clamer ça. Il a ce prisme qui est, voilà, il faut surtout pas discriminer, il faut surtout pas isoler, il faut, vous vous souvenez de tout ce discours. Donc voilà, on a un rapport très compliqué à la question de l'exclusion, de l'inclusion. Il n'y a pas d'un côté le camp du mal, c'est-à-dire ceux qui mettent à part les malades et qui les protègent de la société ou qui les protègent d'eux-mêmes, et puis de l'autre le camp du bien, c'est-à-dire ceux qui incluent tout, etc. Dans la gestion du Covid, à part de manière résiduelle dans tel ou tel immeuble ou tel autobus ou tel supermarché, les patients de Covid n'ont jamais été désignés du doigt comme les lépreux qu'il faudrait exclure de la communauté. C'était tout l'inverse. On était tous au chevet du patient, dans le respect. Toute la société devait se mobiliser pour les patients Covid. On était tous Covidés potentiels, etc., etc. Dans notre famille, on est allés tous avoir le Covid. Donc, ça montre bien que cette histoire d'inclusion, de solidarité, etc., peut dissimuler en fait des procédures d'une violence extrême qu'on a vu sévir pendant 2 ans
Et c'est exactement ce que Michel Foucault décrit dans Le rêve politique de la peste. Donc voilà. Donc les histoires de partis politiques excluants, stigmatisants et disqualifiants sont extrêmement compliquées. Et moi, quand j'entends un parti comme La République En Marche qui désigne les non-vaccinés ou les gens qui se posent des questions sur les vaccins comme des déviants qui menacent l'intégrité de la nation et qu'il faut réduire, eh bien je vois que le rêve politique de la peste et le rêve politique du Covid, qui se ressemblent beaucoup, peuvent être aussi une machine à détruire au nom de la bienveillance et de la solidarité et du bien commun. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup. Et j'avais juste une question. Parce que les gens qui sont partis, qui fuient l'hôpital, les patients, les malades épuisés, les soignants, et qui se reconstruisent quand même, ceux qui réussissent à se reconstruire de belles vies, hein, dans un peu le genre économique, pour tributer le marteau de Tintoin à Bernard Stiegler, pour être bien et respirer. Voilà. Et il va en manquer dans les hôpitaux quand il en manque depuis 30 ans. Merci beaucoup. J'avais deux questions. Une première sur la vision de la santé. Enfin, de ce que je comprends, la santé, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précaire. Enfin, on n'est jamais complètement sain. On est toujours un petit peu malade, un petit peu agressé par ce qui nous entoure. Et donc, quelle est la vision de la santé du gouvernement actuel ou du néolibéralisme? J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Et puis après, oui, je voudrais savoir si vous vous étiez intéressé aux hôpitaux psychiatriques dans lesquels les patients, enfin c'est un petit peu académique parce que les patients justement sont considérés comme malades psychiquement et donc n'ont pas complètement, la capacité de penser. Et j'ai entendu qu'il y a de plus en plus de violence en fait dans les hôpitaux psychiatriques avec des patients qui en fait sont capables de se gérer eux-mêmes, sont pas si en mauvais état que ça, et qu'on attache parce qu'en fait on n'a pas le temps de s'en occuper. Et voilà, je voulais savoir si vous étiez intéressé à ça. Alors merci, je finirai par la dernière question. Sur la question de la psychiatrie, c'est vraiment un des champs que je connais le moins bien, parce que précisément je me suis spécialisée sur les questions somatiques. Et ça ne veut pas du tout dire que ça ne m'intéresse pas, c'est absolument... Je vous renverrai juste au printemps de la psychiatrie et au tableau sanitaire, enfin au tableau effarant qu'esquisse ce mouvement social, le printemps de la psychiatrie, qui est un mouvement très important et qui explique en fait, le champ de la psychiatrie est tout simplement en phase terminale de destruction. Quand je dis ça, ça ne veut pas du tout dire par des politiques néolibérales qu'on connaît, on est en train d'imposer la tarification à l'acte en psychiatrie, sachez-le. Ça paraît une blague, mais pourtant c'est vrai. Donc le champ de ruine qu'est la psychiatrie, c'est peut-être le lieu le plus dévasté. Donc voilà, je répondrai plutôt sur votre deuxième question sur sommes-nous malades pour les néolibéraux. J'ai pas mal affronté cette question-là. Je pense que les néolibéraux ont un rapport un peu compliqué à tout ça. Je pense que les nouveaux libéraux autoritaires, d'abord, ce qu'ils aiment, ils n'aiment pas trop les maladies. C'est pas tellement leur problème, ni le négatif en général, ni la souffrance, ni tout ça. Ça les intéresse absolument pas. Pour eux, la santé, c'est uniquement l'optimisation, la prévention, l'innovation. Donc c'est un champ dans lequel il n'y a plus de négatif. Il n'y a que du proactif, pour employer le lexique néolibéral. On est tout le temps proactif, on optimise sans cesse, et le patient est l'auto-entrepreneur de lui-même. C'est très bien décrit par Michel Foucault. Il prend toujours les devants, il passe son temps à faire des screenings, des dépistages, il fait tous les manifs, Octobre Rose, tout ça, il est à fond, il n'est jamais malade en réalité. Voilà. Donc ça, c'est la vision du patient néolibéral, n'est jamais malade. Par contre, il coûte un pognon de dingue à la Sécu, puisque tout ça est remboursé à 100%. Donc voilà, ça c'est... et bien sûr, tout ça, c'est une industrie lourde avec des marchés financiarisés, avec croissance à 2 chiffres. Donc ça, c'est la vision néolibérale du patient. Mais ça serait injuste d'en rester là. Il y a une deuxième vision néolibérale du patient qui vient s'articuler avec celle-là, qui est que, on a ça chez Walter Lippmann, dans un des nouveaux libéraux autoritaires que j'ai étudié, en fait, nous sommes tous handicapés.
Nous sommes tous, non pas malades, mais déficients. On est plein de biais, on se débrouille mal, on est inadapté, etc. Donc il faut s'occuper de nous, il faut des politiques vraiment intensives de rééducation et appelons ça, si on veut, de soins. Pas sûr, mais eux, ils appellent ça comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de nous remettre dans le droit chemin justement, c'est là que la psychiatrie et la santé mentale, c'est hyper important, en nous réadaptant. Donc là il ne faut pas hésiter à utiliser des médicaments, on y va, etc. On peut nous mettre tous sous médication, c'est parfait. Donc vous voyez, la réponse, elle est un peu ambivalente. D'un côté, nous ne sommes jamais malades, on est auto-entrepreneurs humains. De l'autre, face à la crise, parce qu'on n'est pas bien adapté à notre environnement mondialisé, trop compliqué pour nous, on est bourré de médicaments, etc. Puis avec les grandes pandémies, on va sans cesse prendre des médicaments prophylactiques jusqu'à la fin de notre vie. Donc on aura un pass sanitaire dans lequel il y aura la variole du singe, le machin, le truc. Puis si on ne l'a pas pris, on est désactivé. Bon, vous voyez, le monde selon McKinsey, quoi. Comment gérer la crise Donc ça, c'est pour la deuxième question. Et pour la première, je crois que j'y ai répondu. Mais moi, je ne crois pas qu'on soit toujours un petit peu malade. Si vous voulez savoir ce que moi je pense, ou ce que les soignants avec lesquels je travaille, je crois qu'il faut continuer à laisser à la notion de maladie un vrai sens, quoi. On n'est pas tous un petit peu malades ou un petit peu en bonne santé, on ne va pas tout diluer dans une espèce de magma. La maladie, c'est la maladie, l'entrée dans la maladie, c'est l'entrée dans la maladie. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. Donc je pense qu'au contraire, c'est important de distinguer. Le monde de la santé, c'est le monde de la maladie, le monde de la santé, c'est le monde de la prévention, le monde de la santé, c'est le monde de l'hygiène, enfin, c'est plein de choses, quoi. C'est le monde des actions sociales, voilà, et la maladie, c'est une question magnifique, la question de la maladie, la nosologie, la nosographie, tout ça, c'est un continent qui a sa place et qu'on ne doit pas diluer, voilà, je pense vraiment. Sinon, épistémologiquement et même éthiquement et politiquement, on se met à faire n'importe quoi.